Voilà. Alors, bienvenue sur ce nouveau Business Accueil atelier. Nous avons aujourd'hui Alain Carré qui est notre responsable Business Accueil nouveau de cette année, qui va organiser cette année toutes les conférences. Aujourd'hui, je lui laisse la parole pour introduire notre conférencière Flore. Bonjour, je voudrais vous présenter Maître Flore Kanmacher-Farras, qui est avocate au cabinet Kanmacher Law. Elle est diplômée de St. Louis University avec honneur à la tête de sa classe. Elle avait reçu son diplôme en droit de UCLA et a été admise au barreau de Los Angeles en 2004. Maître Farras a conseillé juridiquement des startups ainsi que des entreprises internationales, des Fortune 500, et assiste de nombreuses entreprises qui veulent se développer aux USA. À l'origine, elle est de France et a étudié à la Sorbonne. Elle est spécialisée dans le droit des sociétés et le droit commercial aux USA. Elle a été reconnue comme Southern California Super Lawyer en 2010 par le Los Angeles Magazine. Personnellement, je l'ai connue grâce au petit registre de Los Angeles Accueil. Et en lui causant, j'ai été impressionné par son pragmatisme et ses connaissances. Et comme elle comprenait très bien les difficultés à franchir pour développer sa société aux USA, offrant aux nouveaux venus surtout des prix abordables. Donc, je vous présente Maître Flore Farras. Et si vous avez des questions, attendez la fin de sa présentation et elle vous y répondra. Flore, à vous. C'est très gentil. Merci Alain pour ces quelques mots. Alors oui, je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet parce que nous avons pas mal de contenu à couvrir. Et si vous avez des questions, gardez-les pour la fin. Je serai ravie d'y répondre. Donc voilà, sans transition, les trois questions les plus courantes que mes clients me posent depuis des années, sont les suivantes. Dois-je créer une structure juridique pour conduire mon activité aux États-Unis? C'est la première question. Deuxième question, si oui, quel type de structure dois-je choisir? Et la troisième question, si je dois former une société, quel État choisir pour l'incorporation de cette structure? Alors, évidemment, les réponses à ces questions dépendent invariablement du contexte factuel et du business plan de chaque client. Il n'y a pas de réponse type qui marche à tous les coups, et qui conviennent à toutes les situations. Mais il y a des généralités, des règles de base que je vais exposer et qui peuvent guider le processus de décision par rapport à ces problématiques. Donc, pour ce faire, nous allons tout d'abord passer en revue les avantages de former une société aux États-Unis plutôt que de vendre des produits ou des services directement à travers ou une société étrangère par une société française, ou encore d'opérer en nom propre, ce qu'on appelle un sole proprietorship. D'accord? Je vous propose ensuite de discuter des deux structures juridiques les plus communes aux États-Unis, à savoir la corporation et la LLC, et des avantages et inconvénients de chacune de ces formes juridiques, ainsi que leurs variantes fiscales, qui sont la S-corporation, la S-corp, et la LLC taxée comme une corporation, donc, ou voire même une LLC taxée comme une S-corp, des véhicules hybrides, d'accord, pour compliquer un petit peu les choses. Il y a d'autres formes juridiques aux États-Unis, mais elles ne conviennent pas à la plupart des situations. Elles conviennent à des situations très spécifiques, donc je vais pas en discuter sur ce call ce soir. Et donc enfin, nous allons évoquer les modalités de création de ces sociétés, donc les documents juridiques qui vont avec ces sociétés, les statuts, donc ceux qui sont enregistrés dans l'État, qui deviennent des documents publics, et ceux qui restent des documents purement internes. Et les questions de juridiction, évidemment. Dans quel État former ma société? Et on va passer en revue les différentes permutations. Donc, première question, quels sont les avantages de former une société aux États-Unis plutôt que d'opérer à travers une société étrangère?
il est tout à fait possible de vendre des produits ou des services directement depuis l'étranger. Tout à fait, c'est légal, c'est possible, absolument aucun souci par rapport à ça. Cependant, ça n'est pas recommandé, sauf en cas de vente occasionnelle, sans intention de développer le marché américain, par exemple. Mais si vous avez l'intention de vous implanter aux États-Unis, vous êtes une société française ou étrangère qui souhaite développer le marché américain, vendre ses produits, etc., ou ses services, à ce moment-là, il est vraiment recommandé de former une société, le plus souvent une filiale, aux États-Unis. Pourquoi? Première considération, il convient de protéger la maison mère, la société étrangère, contre la possibilité de litige aux États-Unis. Le contexte américain étant tellement litigieux et tellement coûteux, le coût d'une action en justice est absolument exorbitant. La plupart des dirigeants européens, par exemple, ou même d'autres pays, d'autres continents, n'ont pas idée des coûts qui pourraient être exposés dans un contentieux américain. C'est vraiment souvent des choses auxquelles ils n'ont pas l'habitude, ils ne sont pas confrontés habituellement. Donc, la société mère ayant le plus d'actifs, évidemment, ayant tous les actifs, etc., elle serait extrêmement désavantagée par un litige américain. D'ailleurs, elle pourrait, non seulement les problèmes de venir défendre une action en justice aux États-Unis, mais en plus, effectivement, d'être sujet à un jugement, ça pourrait avoir des conséquences absolument terribles. Donc, l'idéal, c'est de former une filiale relativement faiblement capitalisée pour protéger, pour servir de tampon entre la société mère et les activités américaines. C'est-à-dire que si vous avez un contentieux ou des créanciers qui viendraient s'attaquer à la société américaine, eh bien, vous pouvez mettre la société américaine en liquidation, hein, faire une faillite, ou simplement payer le jugement et ne pas satisfaire. Si vous avez un jugement de plusieurs millions de dollars, mais qu'il n'y a que dans la société américaine, au niveau du capital, que 10% de ce montant pour satisfaire un jugement, eh bien, vous pouvez satisfaire le jugement qu'à hauteur de 10%, et le reste, c'est simplement une somme que le créancier ne va pas pouvoir récupérer. La responsabilité de la maison mère serait limitée aux apports, d'accord? Donc, à partir du moment où vous êtes dans une situation de filiale verticale, la maison mère n'est pas inquiétée par un litige, par une créance américaine. Le seul risque, c'est de perdre son apport, c'est-à-dire le montant du capital dans la société américaine. Donc, c'est très pratique pour protéger les opérations étrangères, d'accord, du système litigieux américain. Donc, c'est aussi des considérations fiscales, éviter de créer un nexus fiscal pour la société mère, parce que ce sont des formalités administratives complexes, pas forcément agréables, de devoir se constituer taxpayer américain, de devoir s'enregistrer avec le fisc américain pour pouvoir payer des impôts. Ça, ce sont des considérations pratiques. Si vous avez une société américaine, elle fait tampon au niveau fiscal également. Donc, la société, si vous créez une société aux États-Unis, c'est cette entité-là qui va payer des impôts, qui va s'enregistrer avec le fisc américain et qui va être responsable au niveau fiscal. La société mère, absolument pas. La société mère va simplement récupérer des dividendes et donc ensuite payer des impôts dans sa juridiction sur des impôts sur les dividendes. D'accord ? Donc, c'est très avantageux de pouvoir éviter
de pouvoir créer comme ça une différence entre les deux. Il faut aussi, par exemple, vous avez des juridictions très gourmandes, comme la Californie, malheureusement, qui maintenant essayent de plus en plus des méthodes tentaculaires pour essayer de récupérer, d'obliger des sociétés qui ont des revenus globaux, qui ne sont pas des revenus dérivés d'activités commerciales en Californie, d'essayer d'imposer ces revenus également. J'ai plusieurs clients qui se battent avec en justice pour essayer d'éviter ce genre de scénario catastrophe. L'État de Californie devenant de plus en plus agressif par rapport à ça. Donc, il faut faire attention, d'essayer de protéger le plus possible des revenus qui ne sont pas des revenus californiens du système fiscal californien, en plus du fisc fédéral. Donc voilà. Ensuite, dernier avantage évident, c'est au niveau pratique. Il est vraiment difficile d'avoir des opérations commerciales soutenues aux États-Unis alors qu'on n'a pas de société américaine. Il y a beaucoup de formalités administratives qui ne sont pas du tout adaptées à ce genre de situation. C'est parfois un parcours du combattant pour l'entrepreneur étranger, d'essayer de faire comprendre que voilà, ne rentre pas dans les cases des formulaires ou des critères d'attribution de licence, de permis, parfois de souscription à des assurances, des formalités pour engager des salariés, etc. Ouvrir un compte bancaire. Si vous n'avez pas de présence américaine sous la forme d'une entité juridique qui est reconnue par les locaux, ça peut être compliqué, assez pénible au quotidien. Donc, il est tout à fait recommandé, si vous avez des activités commerciales soutenues, importantes, récurrentes aux États-Unis, de former une société américaine juste pour protéger et aussi pour faciliter ces opérations. Ensuite, quels sont les avantages de former une société plutôt que d'opérer en tant que sole proprietor, c'est-à-dire en nom propre? Parfois à travers un nom fictif, ce qu'on appelle un DBA, ce qui est aussi tout à fait commun. Vous pouvez avoir un business que vous opérez vous-même. Parfois, vous avez un nom fictif. Alors là, je dirais l'analyse, elle est encore plus simple. Il est absolument pas recommandé de faire cela parce que vous engagez votre responsabilité en tant qu'entrepreneur à 100%. D'accord, votre responsabilité civile, vos biens personnels sont mis à risque. D'accord. Si vous avez un jugement contre vous, si vous avez des créanciers, etc., vous pouvez perdre votre chemise. Il n'y a aucune protection par rapport à vos activités. Donc, ça n'a vraiment aucun intérêt d'opérer en nom propre. Si vous créez une société, ça fait tout de suite écran et ça vous protège à tous les niveaux. C'est-à-dire que même au niveau des dirigeants de société, par exemple, si vous avez une société, quelle qu'elle soit, vous êtes un dirigeant, évidemment un associé également, mais même un dirigeant, vous n'avez pas de responsabilité personnelle. Dans la plupart des cas, il y a quelques exceptions, souvent qui ont à voir avec des problèmes de fraude ou des crimes intentionnels, des choses comme ça. Mais en général, vous êtes exonéré de responsabilité à partir du moment où vous agissez dans le cadre des activités de la société. D'accord? Donc là, c'est un écran qui vous protège et qui fait tampon entre vous, vos biens personnels, votre responsabilité personnelle et la vie de la société et les actes de la société. Donc, absolument un must. Il n'y a aucun avantage à opérer des activités commerciales en nom propre. Donc, les différents types de sociétés. Alors, le premier type de société, le plus courant, jusqu'à présent, ça commence à changer évidemment, c'est la corporation. La corporation, c'est la forme juridique la plus ancienne. Il n'y a que depuis une décennie à peu près, un peu plus, où la LLC commence, qui
création beaucoup plus récente, commence à devenir très, très, très populaire. Mais la corporation, ça a toujours été la forme juridique de prédilection. Alors, la corporation, ça peut être toutes les tailles, c'est Coca-Cola, c'est les sociétés cotées en bourse, mais ça peut aussi être les toutes petites structures. Donc, c'est versatile par rapport à ça. Vous pouvez utiliser une corporation pour absolument tout. Dans une corporation, l'organe de gouvernement, c'est le Board of Directors. D'accord? Donc, le board, le conseil d'administration, c'est l'organe de gouvernement qui élit et supervise les officiers. Les officiers, c'est le président, le CEO, le CFO, le secrétaire, le vice-président, etc. Ce sont les officiers. Les officiers ont le pouvoir de signature, pas les directeurs, simplement les officiers. Mais les officiers n'agissent que dans le cadre d'une délégation de pouvoir du board. D'accord? Donc, c'est le board qui prend les décisions et ensuite les officiers sont les exécutants. Mais c'est le board qui prend les décisions. Mais le board ne signe pas les documents. Pas de contrat, etc. Alors, le board, ça peut être dans les petites structures une seule personne ou dans les grandes structures 30 personnes. D'accord? Donc, vous avez le choix. Une seule personne physique. Alors, des personnes physiques obligatoirement, hein, dans tous les postes, soit directeur ou que ce soit officier, c'est des personnes physiques, pas des personnes morales, dans une corporation. Et une seule personne physique peut cumuler tous les mandats. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une seule personne qui soit à la fois le seul directeur et tous les officiers dont on a besoin. Donc, par exemple, en Californie, vous avez besoin de 3 officiers au minimum. Vous avez besoin d'un président, vous avez besoin d'un CFO et trésorier. CFO, c'est en Californie, et un secrétaire. Dans le Delaware, par exemple, vous n'avez besoin que 2 officiers, un président et un secrétaire. Donc, ça peut être flexible d'utilisation. Vous pouvez avoir le nombre de personnes que vous voulez ou simplement une seule personne. Le board est élu par les associés une fois par an et peut être changé à tout moment, simplement par un vote ou une décision, un consentement écrit des associés. Et le board, à son tour, élit les officiers, peut les changer à n'importe quel moment de la même manière. Donc, quels sont, voilà pour juste un exposé très sommaire de la corporation et comment ça marche au quotidien. Quels sont les avantages de la corporation? Alors, les 2 premiers avantages sont des avantages qui sont valides pour tous les types de sociétés. Donc, je vais le répéter à chaque fois, mais ce n'est pas simplement pour la corporation, c'est valide pour la LLC également. Le premier avantage, c'est la protection des biens personnels pour les associés. C'est-à-dire, c'est la responsabilité qui est limitée aux apports. D'accord? Donc, si vous investissez $100 dans une société, vous risquez de perdre $100 si la société doit être mise en faillite. D'accord? Ou s'il y a un jugement contre la société, qu'elle est obligée de satisfaire ce jugement, vous risquez de perdre l'étendue de votre apport. Donc, si c'est $100, c'est $100. Mais vos biens personnels, votre résidence, quels que soient vos biens personnels qui sont en dehors de votre investissement dans la société, ça, c'est protégé. Donc, c'est très important. Deuxième avantage, c'est qu'il n'y a pas de responsabilité civile, d'accord, pour les associés, les dirigeants. S'il y a un problème, un litige, un problème au niveau de la société, vous n'allez pas, vous, en tant qu'associé, ou même en tant que dirigeant, être impliqué à titre personnel. Le dirigeant peut être impliqué dans sa qualité de dirigeant, mais ce n'est pas une responsabilité contre lui personnellement, c'est simplement des représentants de la société. Mais il n'y a aucun risque d'être impliqué à titre personnel, donc c'est important. Et comme je l'ai dit, ces 2 avantages, c'est vrai pour toutes les formes de société qu'on va discuter, qu'on va évoquer ensemble. Alors, la corporation, l'avantage de la corporation en particulier, elle est très adaptée pour les structures sophistiquées, comme par exemple les startups, qui ont ou les sociétés aux structures de capital complexes, d'accord, où vous allez avoir plusieurs types d'actions, plusieurs niveaux d'investissement. Vous allez avoir un business plan qui espère une forte croissance, éventuellement d'être coté en bourse dans quelques années ou d'avoir
un exit strategy, c'est-à-dire de pouvoir vendre la société très rapidement en faisant une grosse plus-value. Ce genre d'optique, c'est parfait pour les corporations. D'accord? Ça est beaucoup moins intéressant dans les autres types de sociétés. Donc, si vous êtes le prochain Uber, alors oui, une corporation, tout de suite, ça s'impose. Il y a très peu d'arguments pour former autre chose qu'une corporation de base. D'accord? Et quand je dis corporation, on va bien faire la différence avec une structure qui s'appelle la S-Corp, d'accord? Qui est une corporation à la base, mais qui demande une différente classification fiscale. Donc, quand je dis corporation, c'est la corporation de base. Donc, aussi, si vous avez des employés, vous voulez leur donner ce qu'on appelle des benefits sous forme de stock options, sous forme de plans de retraite. Il y a certains bénéfices qui ne sont pas vraiment disponibles pour les autres types de structures. La corporation, c'est parfait pour ça. C'est très adapté, etc. Donc, et puis finalement, ça rejoint ce que j'ai déjà dit, mais si vous cherchez à faire croître votre société à travers des capitaux professionnels, hein, vous cherchez à faire des levées de fonds, vous allez approcher des VCs, des private equity firms, genre de professionnels d'investissement, ça change un peu maintenant quand même, mais je disais, il y a quelques années, c'était à 99%, ils veulent une corporation. Ils ne cherchent même pas à comprendre, ils veulent une corporation, donc une corporation de base. Donc, si c'est vraiment le business plan du client, moi, je recommande toujours une corporation. Maintenant, il faut savoir qu'il y a aussi la possibilité de changer de forme juridique. Vous pouvez commencer avec une forme juridique particulière et changer ça. En général, c'est assez facile. Souvent, on va plutôt passer d'une LLC à une corporation plutôt qu'une corporation à une LLC, choses comme ça. Mais savoir que même si vous faites un choix et que vous voulez changer d'avis plus tard, il y a toujours des possibilités d'accommoder des changements. Quels sont les désavantages de la corporation en tant que forme juridique? Le premier désavantage perçu, c'est ce qu'on appelle la double taxation. D'accord? Parce que la corporation, c'est une entité fiscale séparée de ses associés. Donc, la corporation, elle va avoir des profits et va être taxée sur ses profits en tant qu'entité séparée. Comme taxpayer américain, va payer des profits, va payer ses impôts sur les profits. Une fois que la société, corporation, va vouloir débourser de l'argent, distribuer de l'argent à ses associés, sous forme de dividendes, par exemple, les associés vont, à ce moment-là, payer des impôts à hauteur de leur taux d'imposition personnel sur ces dividendes. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on dit que les mêmes revenus sont taxés deux fois. Donc, ça, c'est le problème majeur de la corporation par rapport à d'autres types de sociétés. D'accord? Ce désavantage est peut-être mitigé dans les petites structures parce que vous allez avoir tous les profits vont aller pour payer les salaires, par exemple, ou des charges qui sont des déductions fiscales. Et donc, à la fin de l'exercice fiscal, on se rend compte qu'il y a très peu de profits imposables. D'accord? Parce que vous allez dégorger tous les profits en tant que salaire. Et donc, c'est une manière pour les petites structures de ne pas vraiment souffrir de la double taxation. Mais il faut savoir que la double taxation, c'est l'un des avantages majeurs de la corporation par rapport à une S-Corp ou à une LLC. Dans une corporation, avec la structure juridique de corporation, vous ne pouvez pas faire d'allocation de perte et de profit par rapport aux membres, par rapport aux associés de manière libre. Vous êtes obligé d'allouer les profits et les pertes en fonction, au prorata de leur pourcentage dans la société. C'est-à-dire que vous avez deux associés d'une corporation à 50-50, vous ne pouvez pas décider de donner à l'associé A 20% des profits et 80% des pertes, etc. et vice-versa. Vous ne pouvez pas. Vous êtes obligé de donner 50% des profits et des pertes à l'associé A et 50% des profits et des pertes à l'associé B. Donc ça, c'est le problème des corporations par rapport aux LLC qui ont des allocations complètement flexibles. Donc, vous êtes obligé de respecter
les pourcentages des associés dans la société par rapport aux distributions d'argent. Et puis aussi, autre désavantage, je dirais le dernier qui vient immédiatement à l'esprit, c'est la lourdeur administrative. Il y a des formalités récurrentes qui sont à satisfaire avec une corporation que vous n'allez pas avoir dans une LLC. Par exemple, l'obligation d'avoir une réunion annuelle du board, des associés. Dans l'idéal, normalement, tous les actes de la société importants doivent être documentés au niveau du board. D'accord? Si vous engagez des employés, vous avez contracté un prêt bancaire, vous entrez dans un contrat important, normalement, vous êtes censé documenter ça, faire un vote du board, etc. Dans la pratique, les petites structures omettent toutes ces formalités récurrentes. Donc, il n'y a pas vraiment de conséquences négatives par rapport à ces omissions, mais techniquement, une corporation a des obligations récurrentes que ne va pas avoir la LLC, par exemple. Donc, ça, c'est la corporation de base. Ensuite, parlons de la S-Corp. Alors, S-Corp, c'est quoi? La S-Corp, c'est une corporation. Donc, vous formez d'abord une corporation, hein, et vous faites une demande ensuite au fisc de changer la classification fiscale pour rendre cette corporation fiscalement transparente. D'accord? Donc, c'est pour éliminer le problème de double taxation. Donc, vous allez maintenant avoir une société qui est une corporation, forme juridique de corporation, donc board of directeurs, officier, on émet les actions, etc., comme une corporation, mais elle va devenir fictive au niveau fiscal, c'est-à-dire que les revenus vont remonter sur les associés, au niveau des associés, et les associés vont déclarer ces revenus et payer les impôts sur le prorata de leur pourcentage dans la société, directement à hauteur de leur taux d'imposition personnelle, et ces revenus-là vont être rajoutés aux autres revenus que les associés peuvent avoir d'autres activités commerciales, professionnelles. Donc ça, c'est la transparence fiscale. Donc du coup, il n'y a plus qu'un seul niveau de taxation. Il n'y a plus la taxation, l'imposition au niveau de la société elle-même. Alors, pour ce faire, comme j'ai dit, on forme d'abord une corporation, ensuite on enregistre un formulaire, c'est le formulaire IRS 2553, qu'on envoie donc à l'IRS, et une fois que c'est validé par l'IRS, vous avez ce qu'on appelle une S-Corporation Election en place, et vous pouvez maintenant opérer votre corporation de manière fiscalement transparente. Alors, cette élection, elle peut être révoquée à tout moment. D'accord, ça n'est pas obligatoirement permanent. Et d'ailleurs, elle peut aussi se perdre de manière involontaire. Je vais couvrir ça dans quelques secondes. Tout d'abord, quels sont les avantages de cette forme juridique? Alors, on l'a vu, la protection des biens personnels pour les associés et pas de responsabilité civile pour les associés et les dirigeants. Ça, c'est pareil pour tout le monde. Et la transparence fiscale. D'accord, ça, ce sont les avantages. Quels sont les désavantages? Alors, la S-Corp est sujette à des restrictions qu'il faut bien comprendre. Il y a, par exemple, l'obligation d'avoir moins de 100 associés. Vous ne pouvez pas avoir une S-Corp qui a plus de 100 associés. Pas possible. Et vous ne pouvez pas émettre plus d'actions, sauf des actions ordinaires. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir deux types d'actions, des actions ordinaires, des actions préférentielles, etc. Ce n'est pas possible. Vous pouvez avoir une structure de capital très simple. Vous êtes aussi obligatoirement obligé d'avoir des associés qui soient des résidents fiscaux US. C'est-à-dire que si vous avez un associé qui vit à l'étranger, même au Canada par exemple, c'est impossible d'être une S-Corp dans ces conditions-là. Donc, c'est tous des résidents fiscaux US. Alors, les cartes vertes, ça marche. Les gens qui ont des visas, ça peut marcher à partir du moment où ce sont des résidents fiscaux US. Mais pas si vous êtes à l'étranger. Les associés doivent être impérativement des personnes physiques, d'accord, des individus. Donc, pas de corporation, pas de LLC. Certains trusts, d'accord.
Mais c'est l'idée derrière la S-Corp, c'est vraiment la petite structure, le petit business avec peu d'associés, une structure capital simple. C'est vraiment l'optique. Donc, absolument pas de personne morale en tant qu'associé. Le risque, donc le désavantage, même si vous rentrez dans les clous et que vous pouvez former votre S-Corp, le problème, c'est que ça arrive à beaucoup de gens, c'est qu'à un moment donné dans la vie de la société, ils perdent leur élection, leur subchapter S election, de manière involontaire, parce qu'ils font une erreur. C'est-à-dire que, par exemple, à un moment donné, il y a des actions qui vont être transférées à des LLC, par exemple. Ils ont oublié qu'on ne pouvait pas avoir de LLC dans l'actionnariat. Ou un associé va déménager à l'étranger. Ce genre de choses. Ou ils décident d'émettre une autre classe d'actions, des actions préférentielles, etc. Et donc, à ce moment-là, à partir du moment où vous ne rentrez plus dans les critères, vous allez immédiatement perdre votre statut. Et donc, au niveau fiscal, les conséquences fiscales de ça, c'est que tout de suite, ça va revenir une corporation de base avec les deux niveaux de taxation. Ça peut être très coûteux. Donc, ce sont des erreurs qui peuvent se payer cher. Et beaucoup de gens qui sont pas forcément toujours dans la tête de manière claire quels sont les critères pour une S-Corp, et ce sont des erreurs qui peuvent se faire assez souvent, malheureusement. Ok, donc ça c'est pour on a couvert maintenant la Corp, la corporation, et la S-Corp. Donc la seule différence vraiment entre les deux, c'est la taxation, d'accord, l'imposition de ces sociétés. Maintenant, on va parler de la LLC. La LLC, c'est un autre type de forme juridique. C'est une créature beaucoup plus récente, d'accord, qui a été créée par le droit de chaque État. Donc, maintenant, tous les États ont des LLC, mais ce n'était pas le cas encore il y a quelques années. Les LLC ont été créés pour vraiment les petits business, d'accord, pour faciliter la création d'entreprises. Vraiment, ce sont des formes d'entreprises très, très faciles à former. Vous n'avez même, dans certains cas, même pas besoin d'avoir des professionnels pour former une LLC, vous pouvez le faire vous-même. C'est facile, c'est peu coûteux. Vous n'avez pas à émettre d'actions dans la plupart des cas. C'est possible, mais dans la plupart des cas, ça n'est pas nécessaire, ça n'est pas fait. Vous n'avez pas de formalités récurrentes, administratives, etc., comme la corporation. Vous n'avez pas besoin d'autoriser les actes de la société au niveau du board, etc., dans la plupart des cas. Les LLC peuvent être gérés, il y a deux manières de gestion. La première, la plus simple, c'est géré par tous les associés. Ça s'appelle member managed, parce que les associés d'une LLC, ça s'appelle des membres, des members. Donc, member managed, ça veut dire que tous les associés ont le droit de gérer la société. Ils ont les mêmes droits, hein, et donc chacun peut engager la société, signer des contrats, etc. Ça, c'est la forme la plus simple. Alors, ça marche bien quand il y a peu d'associés. Évidemment, si vous avez 30 associés, ça n'est pas la forme de gestion qui est privilégiée. La deuxième forme de gestion, c'est d'avoir un manager, ce qu'on appelle manager managed. Dans certains États, dont la Californie, vous êtes obligé de spécifier cela, le mode de gestion dans les statuts quand vous créez la société. Dans d'autres États, non. En Californie, vous êtes obligé de spécifier c'est manager managed ou c'est member managed. Mais vous pouvez changer ça aussi par un simple enregistrement d'un formulaire à tout moment. Donc, ça n'est pas très contraignant, mais il faut faire un choix au départ. Donc, si la société est gérée par un manager, ça peut être un manager qui est un membre, ou ça peut être un manager qui n'est pas un membre. Un professionnel, quelqu'un qui est payé ou non, d'ailleurs, mais il n'y a pas d'obligation d'être membre d'être associé dans la LLC. Si la société est gérée par un manager, à ce moment, c'est le manager qui a le droit
d'obliger la société de signer les contrats, etc. Un membre, un associé qui n'est pas manager, dans une société qui est gérée par un manager, n'a aucun droit, n'a aucun pouvoir. Cela devient un investisseur passif. Donc, ce type de gestion est adapté pour les sociétés, par exemple, qui vont avoir beaucoup d'actionnaires, de gens qui sont des investisseurs vraiment et qui n'ont pas envie de gérer la société au quotidien. Donc, ce sont les deux modes de gestion de la société de type LLC. Les avantages d'une LLC en général, pareil, protection des biens personnels et pas de responsabilité civile. On est d'accord. La LLC de base est transparente fiscalement. Donc, ce sont les mêmes avantages au niveau fiscal que nous avons évoqué avec la S-Corp. Il n'y a pas deux niveaux de taxation, il n'y en a qu'un seul. Les revenus remontent vers les associés directement et les associés payent les impôts en fonction des revenus qui sont distribués. L'avantage de la LLC par rapport à la corporation, c'est que là, on peut allouer les profits et les pertes de manière libre. On peut décider qu'un associé va récupérer la plupart des pertes toujours ou pendant quelques années, etc. Et un autre associé va récupérer les profits, etc. Donc, ça peut permettre certains associés, par exemple, veulent récupérer les pertes de la LLC parce qu'ils ont des profits qui viennent, des revenus qui viennent d'autres activités commerciales ou professionnelles et ils veulent pouvoir déduire les pertes de ces revenus, etc., pour limiter leur imposition globale. D'accord ? Donc, ça peut être très utile pour ce genre d'exercice. Là, vous pouvez faire beaucoup de choses avec une LLC. Il suffit de consigner tous ces termes dans un operating agreement, ce qu'on appelle operating agreement, c'est les statuts de la LLC. Et donc, la plupart du temps, les choix des associés vont être respectés, sauf s'ils sont en contravention avec le droit local, c'est possible. Mais dans la mesure où il n'y a pas de conflit avec le droit local, vous pouvez être assez créatif et juste avoir les termes et conditions que vous souhaitez. Il suffit de le faire par contrat. C'est un choix par contrat. Donc, il y a très peu d'obligations récurrentes, à part le paiement des impôts et puis paiement sur la taxe de la société. Toutes les sociétés sont obligées de payer une taxe sur la société. Mais à part ça, et d'enregistrer un rapport annuel. Mais à part ça, il n'y a pas de formalité particulière. Donc, vous créez la société une fois, la LLC, et puis vous n'avez pas besoin de revisiter le côté administratif. Vous pouvez continuer comme ça pendant des années sans faire de réunions, de consigner des choses par écrit, etc. Sauf, évidemment, dans le cas de LLC sophistiqués qui sont gérés par des managers, à ce moment-là, vous allez avoir des réunions, vous allez avoir des PV d'AG, ce genre de choses, évidemment. Mais pour les petits business, tout simple, à ce moment-là, vous n'avez aucune obligation. Donc, c'est un véhicule qui est très avantageux pour la plupart des gens. Et donc, c'est pour ça que la LLC est extrêmement populaire comme forme juridique aujourd'hui, dans tous les États. Alors, y a-t-il des avantages à la LLC ? Oui, il y en a. Il y en a quelques-uns. Si vous avez plusieurs associés, en fait, les règles comptables et fiscales sont en fait extrêmement complexes. Et il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de mal à comprendre comment marche une LLC de manière comptable et fiscale. C'est moins simple qu'avec une corporation, en fait. Et donc, il faut absolument un comptable, un cabinet comptable pour vous suivre dans votre comptabilité, votre fiscalité. Parce que ça devient complexe. Quand vous avez plusieurs associés, au niveau fiscal, une LLC de base est taxée comme un partnership, un partenariat. Donc ça a ses règles spécifiques, d'accord ? Par exemple,
un des avantages qui vient du fait que vous êtes taxé comme un partnership, c'est que vous ne pouvez pas travailler dans votre société, être associé, travailler dans votre LLC et recevoir un W-2, c'est-à-dire d'être employé, salarié sur la base d'un W-2. Vous ne pouvez pas. Vous devenez self-employed. Et vous êtes, à la fin de l'exercice fiscal, vous recevez ce qu'on appelle un T1, un Partnership Return Report. Et donc, pour les gens qui ont besoin ou qui ont envie d'avoir un statut de salarié W2, qui peut être très, très utile pour obtenir des prêts à la banque, pour documenter des revenus annuels, etc., de manière très, très claire, etc., ça ne va pas être possible pour vous si vous êtes associé d'une LLC, taxé comme un partnership, et que vous recevez une compensation, une rémunération. Ça va être obligatoirement du self-employment. Donc ça peut être un problème. Ça dépend de votre situation, de votre cas de figure particulier, hein, mais ça peut être un problème. La LLC est également, comme elle est transparente fiscalement, elle n'est pas du tout adaptée au réinvestissement de profit. D'accord, parce que vous pouvez rentrer dans une situation où si l'argent n'est pas distribué aux associés, les associés vont quand même avoir une obligation fiscale sur l'argent qui est le pourcentage qui leur est attribué. C'est-à-dire, si vous avez par exemple $1 million de profit dans une LLC et que vous avez 50% de pourcentage dans la LLC. Donc, vous avez 50% de ce $1 million de profit qui vous est attribué à vous. D'accord? Et vous allez devoir, sur vos déclarations d'impôts, documenter ces $500 000 et payer les impôts qui vont avec. Alors, il est possible que la société ne débourse pas cet argent. D'accord? Si vous réinvestissez les profits, s'il y a un choix de ne pas distribuer l'argent, ce qui est parfois le cas dans les sociétés assez larges, quand vous êtes un associé minoritaire, vous n'avez pas vraiment le choix, vous n'avez pas le pouvoir de forcer le manager à distribuer l'argent, vous allez avoir une obligation de payer des impôts sur de l'argent que vous n'avez pas reçu, pas dans la même année d'exercice fiscal. Donc ça peut être un souci. Si vous souhaitez vraiment réinvestir des profits, etc., ne pas distribuer l'argent de la société, alors une LSC fiscalement transparente, ce n'est pas idéal. Autre désavantage, une LSC devient assez compliquée quand vous essayez de mettre en place une structure de capital très sophistiquée. C'est possible, hein, ça se fait, ça se voit souvent, hein, les avocats sont habitués à ça, mais alors pour les monsieur tout le monde, ça devient extrêmement compliqué à comprendre. Donc, ça n'est pas le véhicule de choix pour une start-up qui va chercher des capitaux à travers des professionnels d'investissement ou qui espèrent avoir une croissance très forte, etc. Pour ce type de business plan, la LLC n'est pas du tout adaptée. Donc ça, là, vraiment une corporation, c'est mieux. Autre aspect négatif de la LLC, ça n'est pas idéal pour les associés étrangers. Ceux qui sont à l'étranger, qui ne sont pas sur le sol américain, qui ne payent pas d'impôts aux États-Unis, vont être désavantagés par une société fiscalement transparente. Parce que le fisc américain va essayer d'empêcher la fuite des capitaux. Les capitaux doivent, pour le fisc, du point de vue du fisc, les capitaux doivent être imposés à un moment donné. S'ils ne sont pas imposés au niveau de la société elle-même, ils vont être imposés au niveau des associés quand les associés vont récupérer l'argent. Et tout ça, c'est très bien quand les associés payent des impôts aux États-Unis. Mais s'ils ne payent pas d'impôts aux États-Unis et que vous avez l'argent qui part directement sous forme de dividendes à des associés étrangers, le fisc américain il va se sentir lésé. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a un prélèvement obligatoire à la source avant qu'il y ait des distributions qui soient faites aux associés étrangers. Ça peut être jusqu'à 30%.
Et ensuite, à la fin de l'exercice fiscal, l'associé étranger est obligé de venir s'enregistrer avec le fisc américain, de montrer les papiers, dans le cas de société, de montrer les bilans, de faire des traductions, etc., certifiées pour montrer les bilans, pour essayer de récupérer l'argent, le trop-plein d'argent qui a été pris par le fisc. Donc, c'est assez, ça peut être, c'est pas insurmontable. Il y a beaucoup d'associés étrangers qui préfèrent ne pas être happés dans le système fiscal américain et donc, du coup, ne choisissent pas une LSC une société fiscalement transparente dans ce cas de figure. Ça, il faut le savoir. Ensuite, la question qu'on pose souvent, c'est qu'est-ce qui est mieux, une S-Corp ou une LLC? Alors ça, c'est vraiment la question pas simple à répondre parce que même au niveau des experts comptables, moi, je connais des experts comptables qui sont complètement pro-LLC et d'autres qui sont complètement pro-S-Corp. Pas toujours d'accord entre eux. Il y a des nuances fiscales entre les deux. On ne va pas rentrer dans les détails, mais il y a des nuances fiscales qui peuvent rendre une forme juridique un peu plus intéressante que l'autre. Ça dépend des situations. Par exemple, si vous avez un business qui génère beaucoup de revenus, un volume de revenus, mais avec une très petite marge de profit, en général, la LLC, ce n'est pas idéal. Vous avez meilleur temps d'avoir une S-Corp. Mais ça dépend de votre situation personnelle, ça dépend de votre business. C'est vraiment une discussion à avoir avec un expert comptable. Ce sont des nuances fiscales qui ne peut pas généraliser. Il n'y a pas une structure qui est meilleure que l'autre. La S-Corp a une certaine flexibilité dans l'allocation des distributions de profits aux associés entre salaire et dividendes. Au lieu d'avoir tout, par exemple, dans une LLC, quand vous êtes, c'est du self-employment, vous avez la self-employment tax qui vient sur les revenus. D'accord? Pas les profits, mais les revenus. C'est 15,3% sur l'étendue des revenus. Donc, c'est à prendre en considération. Vous n'avez pas ce problème avec la S-Corp. La S-Corp, vous allez pouvoir, si vous gagnez 100 000 $ de profit, de revenus, vous pouvez distribuer 60 000 par exemple en salaire et 40 000 en dividendes à l'associé. Donc, vous pouvez jouer un petit peu comme ça, vous pouvez gagner un petit peu au niveau, quelques pourcentages, au niveau des impôts, etc. Donc, la règle, vraiment, moi, ce que je dis toujours, je renvoie les gens à leur expert comptable en leur disant, discutez ça avec votre cabinet comptable et quelle est la meilleure situation pour vous. En sachant quand même que mon expérience, c'est que les gens font moins de bêtises avec les LLC qu'ils font avec les S-Corp au niveau de l'administration, de la gestion de la société. Et avec les S-Corp, le risque, c'est de perdre l'élection de la transparence fiscale et d'avoir des conséquences fiscales assez difficiles parce qu'il y a eu un oubli, etc. La LLC, dans la plupart des cas, elle convient, je dirais, à beaucoup de situations. Mais bon, il y a des nuances, et donc il faut voir ça clairement avec son cabinet comptable. Ensuite, donc ça c'est pour la LLC. La LLC peut aussi faire une élection fiscale pour être taxée comme une corp, et voire même comme une S-Corp. Alors, pourquoi est-ce qu'une LLC qui est transparente fiscalement voudrait ne plus être transparente fiscalement et donc être soumise à une double imposition? Pourquoi? En général, c'est quand vous avez des investisseurs et des associés étrangers. D'accord? Ça n'est pas viable d'être transparent fiscalement. Et les gens veulent une forme juridique du LLC qui est plus simple dans la gestion au quotidien, hein, peu de formalités administratives, facile à mettre en place, mais ils veulent la conséquence fiscale d'une corporation. Justement, parce qu'il y a des avantages à cela. C'est assez rare, mais ça se voit, notamment dans le contexte d'associés étrangers. C'est pareil pour obtenir cette élection, il suffit d'enregistrer un formulaire avec l'IRS une fois que vous avez formé la société. Vous formez une LLC, ensuite vous envoyez un formulaire à l'IRS et vous demandez d'être taxé comme une corp et non pas comme une LLC de base.
Vous pouvez faire la même chose pour devenir une S-Corp. Alors là, vous partez d'un véhicule qui est transparent fiscalement et vous arrivez à un autre véhicule qui est transparent fiscalement également. Mais là, vous prenez, justement, c'est parce que vous avez envie d'utiliser les nuances fiscales que j'ai brièvement évoquées de la S-Corp qui parfois donne un petit avantage. Et donc, les gens préfèrent la forme juridique du LLC qui est beaucoup plus simple que la forme juridique de Corp et la conséquence fiscale de S-Corp. Et là, on rentre dans les véhicules hybrides un peu compliqués. Il faut juste savoir que ça existe et dans certains cas, ça a du sens. Donc, pour résumer ces différents types de sociétés, moi, je dirais former une LLC de base dans les cas suivants. Vous souhaitez une société fiscalement transparente. Vous opérez un petit business familial ou solo, etc., avec pas beaucoup de gens, d'associés. Vous n'avez pas d'associés étrangers. Vous n'avez pas besoin d'un statut de salarié W2 si vous avez plusieurs associés dans la société. Vous souhaitez une allocation de profit et de perte qui soit libre et donc pas au prorata des pourcentages des associés. Vous voulez choisir comme vous voulez. Vous souhaitez pouvoir utiliser les pertes de la LLC, au cas échéant, comme déduction sur vos impôts personnels. Vous ne cherchez pas à lever des fonds à travers des capitaux professionnels. Vous ne cherchez pas à réinvestir des profits pour faire croître la société. Si vous rentrez dans ces cases, une LLC, c'est très bien. Ce sont les règles de base. Formez une LLC, mais choisissez de la faire taxer comme une corporation. Si vous voulez la facilité de la création et de la maintenance de la forme juridique de LLC, mais vous cherchez à financer votre croissance à travers des réinvestissements de profit, plutôt qu'à travers des investisseurs professionnels. Vous voulez avoir un statut de salarié W2 et vous avez plusieurs associés. Vous voulez la transparence fiscale parce que vous ne voulez pas la transparence fiscale, pardon, parce que vous avez des associés étrangers, par exemple. Donc, dans ce cas-là, si vous rentrez dans ces cases-là, formez une LLC, choisissez de la faire taxer comme une corporation, ça a du sens. Formez une S-corporation, une S-corp, dans les cas suivants. Vous souhaitez une société fiscalement transparente. Les associés sont tous des résidents US, des personnes physiques, ou quelques trusts. Vous ne cherchez pas à financer votre croissance par des levées de fonds professionnels. Vous cherchez à déduire de vos pertes, les pertes de la société de vos impôts personnels. Vous ne souhaitez pas allouer les profits et les pertes entre associés autrement qu'au prorata. Donc, dans ces cas-là, une S-Corp, c'est très bien. Former une LLC taxée comme une S-Corp, si vous voulez à la fois la facilité administrative de la LLC et aussi la possibilité d'allouer les profits entre salaires et dividendes de la manière permise par la S-Corp. D'accord? Donc ça, c'est des critères comptables et fiscaux. Mais autrement, vous répondez aux critères de la S-Corp qu'on vient d'évoquer. D'accord? Donc la seule différence entre une S-Corp et une LLC taxée comme une S-Corp, c'est qu'avec la LLC taxée comme une S-Corp, vous avez aussi la forme juridique de LLC qui est plus simple. D'accord? C'est la seule différence entre les deux. Former une corporation, donc pas de transparence fiscalement, dans quel cas de figure? Si vous opérez un petit business capable d'éliminer les profits autrement imposables avec les déductions de charges et de salaires, d'accord? Ça réduit votre profit imposable. Parfait. Vous êtes une start-up avec un potentiel de croissance important. Vous cherchez des capitaux professionnels. Vous cherchez à réaliser un exit d'ici 5 ans. Vous avez cette optique. Vous allez avoir une structure de capital très compliquée. Vous voulez aussi donner à vos employés, vous ne voulez pas trop les rémunérer
en salaire, donc vous allez leur donner des stock options, des autres des benefits qui sont vraiment réservés pour les corporations. À ce moment-là, une corporation, c'est parfait. Si vous voulez différents types d'actions, vous avez les actions préférentielles, les actions de base, des actions, différentes structures comme ça, avec différents niveaux au niveau des actions. Une corporation, c'est mieux. Si vous n'avez pas besoin d'allouer les profits et les pertes entre les actionnaires autrement qu'au prorata, alors là, la corporation, parce que vous n'allez pas pouvoir changer cette allocation. Ça, ce sont les critères pour former une corporation. Si vous rentrez dans ces cases-là, à ce moment-là, une corporation, ça a du sens. Donc, vraiment, la différence, si vous souhaitez opérer un petit business, une boutique, un restaurant, vous souhaitez acheter de l'immobilier, etc., et avoir un parc immobilier à gérer à travers une société, etc., en général, les LLC, c'est mieux. Si vous êtes le prochain Uber ou Coca-Cola, la corporation, c'est mieux. Ensuite, vous avez toutes les subtilités entre les deux. En résumé, ça dépend vraiment de votre business plan. Ça dépend de votre situation fiscale aussi personnelle en dehors, et vos revenus en dehors de la société. Donc, maintenant, on a vu les différences, les avantages, les inconvénients, les différents types de sociétés. Comment on les crée? Alors, il y a deux formes juridiques, simplement, la corporation et la LLC. Le reste, ce sont des changements fiscaux, donc ça n'a rien à voir avec les documents de création. Donc, les modalités de création d'une corporation, c'est quoi? Par exemple, on va prendre l'exemple de la Californie, d'accord? En Californie, vous allez enregistrer, la première chose que vous faites, c'est d'enregistrer les articles d'incorporation. C'est un document qui va être public, qui est la charte de votre société. Ça fait partie des statuts. Les statuts aux États-Unis, il y a deux types de documents qui constituent les statuts. Il y a le document enregistré avec l'État. Ça s'appelle, la plupart du temps, un article d'incorporation dans certains États, ça s'appelle Certificate of Incorporation. Par exemple, Delaware, ça s'appelle Certificate of Incorporation, mais c'est la même chose. C'est la charte. Et ensuite, vous avez les documents internes. Alors, dans une corporation, les documents internes, c'est quoi? C'est les bylaws. Alors, les bylaws, c'est toutes les règles internes de la société. Ça sont des documents internes, donc ça n'est pas publié. Et vous pouvez changer donc les documents internes à n'importe quel moment par simplement signature des associés. Ensuite, il faut un document qui va élire les directeurs, d'accord, le board. Ça peut être une personne, ça peut être 10. Il faut un document écrit qui élit les directeurs. Il faut faire une première réunion du conseil d'administration ou une vraie réunion ou un document écrit qui va élire les officiers. D'accord, c'est important. Et puis, autoriser la création de la société en général. Ensuite, il va falloir émettre des parts aux associés. Alors, il faut obéir aux règles des securities laws. Donc, ce sont des règles, des lois fédérales et des lois d'État. Donc, chaque État a ses propres lois, ce qu'on appelle les Blue Sky Laws, et aussi les lois fédérales par rapport à l'émission d'actions. C'est très complexe en général, mais vous avez des exceptions pour les petites structures. Donc, en général, dans la plupart des États, vous pouvez juste émettre des actions sans faire d'autres formalités. En Californie, par exemple, vous êtes obligé d'enregistrer, faire ce qu'on appelle un securities filing, c'est d'enregistrer un document et de payer un fee, $25, pour signifier à l'État de Californie que vous avez émis des actions et en respectant une exemption de l'obligation d'enregistrer les actions, etc. C'est juste une formalité administrative par rapport à l'émission d'actions. Et donc ensuite, vous allez préparer un certificat de titre. Vous allez mettre ça, que c'est signé par le président, signé par le secrétaire de la société. Et
ce certificat va représenter les actions qui sont détenues par un associé en particulier. Ensuite, l'associé doit payer pour ses parts, il faut acheter les parts, d'accord. Donc, il y a un échange monétaire qui se fait. Ensuite, il faut faire, je l'ai déjà évoqué, une réunion du board une fois par an pour confirmer les officiers, une réunion des associés une fois par an pour élire les directeurs ou réélire les directeurs. Ensuite, autre formalité administrative, purement administrative, il faut enregistrer un Statement of Information. En Californie, ça s'appelle comme ça. Dans d'autres États, ça s'appelle, par exemple, Delaware, ça s'appelle Annual Report. Et payer un fee par rapport à ça tous les ans. Alors, le Statement of Information en Californie, c'est après 90 jours de la formation de la société, vous devez faire cet enregistrement en ligne et payer le fee, c'est $25. Et ensuite, tous les ans, vous devez faire la même chose, simplement pour identifier l'adresse de la société, qui est l'agent pour Service of Process, donc qui est habilité à recevoir les courriers officiels envoyés à la société, qui sont les directeurs, qui sont les dirigeants, ce genre d'informations. Donc, ce document doit être mis à jour tous les ans. Et puis, payer la taxe sur la société. En Californie, c'est un minimum de $800 par an. C'est payable au Franchise Tax Board. Et c'est une obligation donc, annuelle. Donc, voilà pour la corporation, comment on la forme au niveau des documents, etc. Pour la LLC, c'est différent. En Californie, ça va s'appeler les Articles of Organization. D'accord. Au Delaware, ça s'appelle Certificate of Formation. Mais c'est pareil, c'est la charte de la LLC qui est enregistrée avec l'État. Ensuite, vous avez un document interne qui va s'appeler l'Operating Agreement. Et ce document, il est modifiable à loisir. C'est le document qui va donner toutes les règles de la société, donc l'équivalent des bylaws dans une corporation. C'est l'Operating Agreement. S'il y a un manager qui gère la société, alors, c'est un petit peu plus compliqué parce que les parts de la société vont être considérées comme des securities, comme des actions. Donc, il y a techniquement l'obligation de suivre les règles qui vont avec l'émission d'actions, à la fois en Californie et au niveau fédéral. Et donc, il y a donc un enregistrement à faire dans l'idéal. Beaucoup de clients omettent cette étape, il faut le dire quand même, mais c'est une obligation techniquement parlant. Mais en général, il n'y a pas de certificat de titre pour une LLC. On n'a pas besoin, ça peut se faire, hein, très bien, mais en général, on ne fait pas. On documente les pourcentages dans l'operating agreement de chaque membre. Et puis c'est tout. On n'a pas besoin d'avoir le document, etc., qu'on émet. On a la même obligation de faire un enregistrement d'un Statement of Information après 90 jours pour identifier les paramètres de la société, hein, les dirigeants, l'adresse de la société, l'agent pour Service of Process, ce genre de choses. Et puis après, c'est tous les ans pour une LLC et c'est $20, c'est un peu moins cher. Et puis payer la taxe sur la société. Donc en Californie, c'est un minimum de $800 par an. Pour une LLC également. Donc c'est le même coût, grosso modo, entre une LLC et une corporation. Ensuite, ces formalités-là, à part la taxe sur la société et l'enregistrement du Statement of Information, ça c'est spécifique à l'État, d'accord? Donc ça c'est vraiment pour la Californie. Dans d'autres États, alors parfois il n'y a pas de taxe sur la société, dans certains États. Vous avez dans certains cas, vous n'avez pas besoin d'enregistrer de Statement of Information après 90 jours, simplement enregistrer un rapport annuel tous les ans. Parfois, il n'y a même pas besoin d'un rapport annuel. Si vous êtes une LLC dans le Delaware, vous n'avez pas besoin d'enregistrer de rapport annuel. Donc, après, il y a des spécificités et au niveau de la… Voilà. Mais sinon, tout le reste, c'est pareil. D'accord. Ça peut avoir un nom légèrement différent selon les États, mais c'est le même principe, la charte qui est enregistrée avec l'État et ensuite le document interne avec toutes les règles de société. S'il y a un board de directeur, il faut le nommer, il y a des règles qui vont avec ça. Si c'est une LLC, à ce moment-là, il y a moins de formalités, mais ce sont les mêmes documents, quels que soient les États. Ensuite, il y a des règles dans chaque État, donc les documents vont avoir vont être rédigés de manière un peu différente parce qu'ils vont répondre aux critères de l'État. Mais
dans l'ensemble, sur le fond, tous les États se valent. Il n'y a que quelques petites différences. Donc, maintenant, parlons de la juridiction. Comment choisir la juridiction? Alors, je parle de la Californie, je parle du Delaware, parce que Delaware, ça a toujours été la juridiction la plus privilégiée pour la formation de sociétés, surtout de corporations, mais aussi de LSC. Depuis pratiquement toujours, c'est un État qui se spécialise dans le siège de société. Donc, c'est un État, la plupart des gens l'ont entendu parler, mais il y a d'autres États qui essayent de récupérer la part de marché de la formation de société, hein, le siège de société. Il y a le Wyoming, le Nevada, la Floride. Il y a d'autres États qui sont très faciles d'utilisation, qui sont peu onéreux. Hein, par exemple, la Californie étant un des États les plus chers. Il y a d'autres États où il n'y a pas de taxe sur la société, d'autres États où les formalités sont beaucoup plus simples, etc., etc. Donc, comment naviguer tous ces choix? Alors, à 90%, dans 90% des cas, moi je dis, si vous résidez en Californie, par exemple, vous opérez un business en Californie, créez le business en Californie. Ça sert, enfin la société, je veux dire, ça va servir à rien, pratiquement à rien, de créer votre société ailleurs qu'en Californie. Ça va juste être un désavantage, parce que ça va être une lourdeur financière et administrative, d'avoir votre société dans un autre État et de devoir l'enregistrer aussi dans l'État où vous avez les opérations commerciales les plus importantes. D'accord? Ou si vous résidez dans cet État. Par exemple, si vous avez vous voulez opérer un restaurant à Los Angeles, ça ne sert absolument à rien de créer la société qui va détenir le restaurant dans le Delaware. Il n'y a aucun avantage, zéro avantage à faire cela. Par contre, il y a un inconvénient, c'est-à-dire que maintenant vous allez avoir à payer une taxe sur la société au Delaware et enregistrer un rapport annuel au Delaware, mais aussi enregistrer votre société en Californie, payer la taxe sur la société en Californie et aussi tous les impôts en Californie. Donc maintenant, vous avez juste multiplié votre charge administrative et vos coûts d'opération. Maintenant, vous avez des obligations dans 2 États au lieu d'un. Mais d'être dans le Delaware, ça ne vous apporte aucun avantage. La Californie étant un État particulièrement difficile par rapport à ça, la Californie est un État qui a décidé que même si vous êtes une société qui est formée dans un autre État, le droit de la Californie va s'appliquer à la vie de votre société à hauteur de 75%. Point à la ligne. C'est ce qu'on appelle quasi-California Corporation. C'est-à-dire que même si vous n'êtes pas une corporation californienne, vous allez quand même devoir obéir aux règles californiennes. Et en plus, vous avez toute la taxation qui va avec. Donc, le Delaware ou un autre État ne vous donnera aucun avantage. Le seul cas de figure où je recommande de former une société dans le Delaware, c'est quand vous avez peu de contact avec la Californie pour votre business. Par exemple, vous avez un business complètement en ligne. Vous pouvez éviter d'avoir un bureau en Californie, vous pouvez éviter d'avoir une présence qui vous obligerait à vous enregistrer dans l'État. D'accord? Il y a des règles par rapport à ça qui déterminent est-ce que vous êtes obligé d'enregistrer votre société dans un État ou pas. Chaque État a ses propres règles. En général, quand vous avez un bureau, un salarié, une présence importante dans l'État, vous êtes obligé de vous enregistrer. D'accord? Et être enregistré dans un État, ça veut dire pratiquement exactement la même chose que d'être formé dans l'État. En tout cas, vous avez toutes les responsabilités administratives et fiscales qui vont avec une présence dans l'État. Donc, si vous n'avez pas vraiment de présence physique en Californie, que vous pouvez arriver à ne pas vous enregistrer en Californie, alors à ce moment-là, c'est intéressant de former la société dans un autre État. D'accord? Parce que si vous arrivez à échapper au système fiscal et aux droits
des sociétés californiennes. D'accord. Si vous n'êtes pas résident californien, vous n'avez pas d'opération en Californie à ce moment-là, ça peut être intéressant d'avoir un siège ailleurs. Mais par exemple, si vous avez une LLC et que ce n'est pas une LLC qui est gérée par un manager, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas juste un investisseur passif, mais vous travaillez dans votre LLC, vous êtes un membre actif de votre LLC, là, si vous êtes obligé d'enregistrer votre LLC dans l'État où vous résidez, d'accord? Parce que c'est de votre État que vous allez engager dans les activités de gérance de votre société. Donc, c'est très difficile d'échapper à l'obligation de s'enregistrer dans un contexte de LLC dans l'État où vous vivez. Donc, des considérations de choix de juridiction, souvent à 90%, c'est ne cherchez pas. Là où vous êtes, c'est là qu'il faut former votre société. Alors, il y a une exception, j'ai évoqué, mais j'en ai pas trop parlé, c'est si vous êtes une start-up, si vous cherchez des capitaux professionnels, etc., ce genre de société dont on a déjà évoqué brièvement, à ce moment-là, ça a du sens d'être formé dans un autre État, en général le Delaware. Pourquoi ? Parce que les financiers, les professionnels de l'investissement, les gens qui vont venir investir dans votre société, veulent investir dans ce type de société. Alors, ça change un peu, ils commencent à s'intéresser un peu à des LLC dans le Delaware, évidemment, mais surtout, toujours, beaucoup des corporations dans le Delaware. Quand vous avez ce type de business, si vous êtes le prochain Uber, en général, on dit vous avez meilleur temps d'être dans le Delaware en tant qu'État de formation. Et pourquoi ? Parce que le Delaware a des spécificités dans son droit des sociétés qui va permettre un exit stratégie assez rapide, assez facile pour le management, c'est un État qui est très pro-management et qui est pro-investisseur majoritaire. D'accord ? Donc, ils ne vont pas laisser les minoritaires faire des blocages de vote, etc., pour des transactions de société. Donc, ils sont très pro-management, disons, et pro-majorité, investisseurs majoritaires. Et donc, le Delaware, ça a toujours été l'État de choix pour ce genre de société, de type start-up, forte croissance, etc. Et donc, dans ce cas de figure, vous créez votre société dans le Delaware et puis vous allez vous enregistrer aussi en Californie, évidemment. Mais ça n'est pas un souci parce que ça rentre dans le schéma global de la trajectoire de la société. Mais pour les petits business, ça n'a aucun intérêt. Pareillement, si vous avez un parc immobilier, si c'est votre business plan, vous ne pouvez pas être une société dans le Nevada et ne pas être enregistré en Californie et de tenir de l'immobilier en Californie. Vous êtes obligatoirement obligé d'être enregistré dans l'État où vous achetez de l'immobilier. Donc, ça, c'est à prendre en considération. Maintenant, évidemment, si vous n'êtes pas en Californie, si vous résidez dans un État qui est moins agressif au niveau de récupérer les impôts de la société, d'imposer son droit des sociétés aux autres sociétés, etc., peut-être ça vaut la peine d'être dans un État qui est peu onéreux, qui est très pro-business, peut-être le Wyoming, Colorado. Enfin, il y a des possibilités, il y a des discussions ça peut se concevoir, mais je dirais pour la plupart des gens, vous n'avez pas d'avantage à être dans une autre juridiction que celle où vous vivez, où vous opérez votre société. Sauf dans le contexte des startups. Alors, je voudrais interrompre un peu pour qu'on ait le temps quand même pour des questions et des réponses. Oui, mais j'ai fini de toute façon. Voilà, je suis à la fin. Désolé. Oui. Alors, merci beaucoup pour cette présentation qui nous a beaucoup instruit. Est-ce qu'il y a des questions sur ces sociétés? Je crois que c'était très complet d'ailleurs. Merci beaucoup. C'est beaucoup d'informations. Hein. J'essaie de passer tout en revue. Je sais que c'est dense. C'est énormément d'informations. Merci beaucoup, oui. Moi, j'ai peut-être une petite question. C'est au tout début, si on veut créer
société vraiment à titre personnel, entre guillemets, juste qu'on soit son propre boss, une petite société, quels sont les frais à engager pour une LLC, par exemple? Alors, si vous créez votre société vous-même, vous allez sur le site, par exemple, de la Californie, parce qu'on est en Californie, vous allez sur le site de la Californie, vous pouvez créer votre société vous-même, ça va vous coûter 70 $, je crois, et vous avez la charte va être enregistrée. D'accord, vous pouvez le faire vous-même en ligne. L'État de Californie vient juste de changer son système d'enregistrement, donc c'est beaucoup plus simple. Donc, vous pouvez faire les choses vous-même. Bon, si c'est juste vous comme membre, personne d'autre, vous n'avez techniquement pas besoin d'un operating agreement. D'accord? Donc, pas besoin, vous avez juste besoin d'enregistrer votre charte et puis, ça y est, vous avez votre LLC. Donc, on parle de coûts minimes. Si vous faites ça, faire ça par un professionnel, alors là, il faut compter plus. Vous allez compter à peu près jusqu'à 1 500 $ pour une LLC. Ensuite, ça dépend. Le prix va dépendre du nombre d'associés, de la complexité de l'operating agreement. S'il n'y a pas d'operating agreement à mettre en place, à ce moment-là, on parle encore de coûts minimes, même si vous passez par un professionnel. Donc, ça peut être très peu onéreux. Maintenant, si vous voulez former une corporation, c'est plus cher parce qu'il y a plus de documents à créer, il y a plus de choses à faire. Si vous voulez, pour vous donner un ordre d'idée, la formation de société, c'est pas très cher en soi. Je dirais, pour vous donner un ordre d'idée, une LLC, ça peut aller jusqu'à, je sais pas moi, 3 000 $ peut-être, si vous avez une société un peu complexe, etc., avec pas mal d'associés et tout. Pour une corporation, vous êtes en général autour de 2000, 2005. Pareil, ça peut être plus cher hein, si vous avez vraiment plus de travail à fournir parce que vous avez 50 associés, c'est compliqué, etc. Vous avez des statuts qui sont pas des statuts typiques. Il faut créer des statuts complètement qui sont vraiment pour vous. À ce moment-là, tout est évidemment plus cher. Mais pour vous donner un ordre d'idée, une LLC, vous êtes dans les 1005. Et une corporation dans les 2000-2005. Avec l'aide d'un professionnel. Et dans ce cas, ce professionnel en question… Ensuite, il y a tous les prix. Il y a des gens qui vont vous charger plus hein, parce que les prix sont libres. Vous pouvez aussi trouver des agences en ligne. Alors, c'est pas des professionnels, mais c'est des agences en ligne qui peuvent vous fournir ce genre de service en fait, c'est des documents, des copier-coller qui vous signez en bas de la page et ça va pas être vraiment il va pas y avoir beaucoup d'échanges et beaucoup de suivi, mais si vous voulez quelque chose de type très bateau, très simple, qui convient à tout le monde, à ce moment-là, c'est très bien. Vous pouvez passer par des agences style LegalZoom ou des choses comme ça. Il y en a plein et ils vont vous faire un prix, je sais pas, 200 $, 100 $, je sais pas combien ils chargent, mais c'est un prix minime, un coût minime. Et sinon, le professionnel à appeler, c'est un avocat, comme vous. Pardon, le professionnel à appeler, c'est si un vous avocat avez besoin de conseils personnalisés, etc., vous pouvez passer par un avocat. L'avocat, ça va être les prix que je vous ai dit déjà, dans les 1005, 2005, ça dépend des cas de figure. Mais on reste dans des prix quand même, somme toute, raisonnables. D'accord, merci. Ça peut être fait vraiment de manière autonome, par vous-même, pas cher, etc. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'avais une question. Du coup, quand on crée une LLC, est-ce qu'il faut conjointement penser à protéger le nom de sa marque, par exemple, et comment on peut faire ça? Alors, c'est une très bonne question. Alors, ça touche au problème de trademark. Alors, je n'avais pas le temps de discuter de ça. Mais effectivement, il est important de toujours, si vous avez un produit que vous voulez développer, protéger la marque, c'est très, très important. Et ça peut se faire de manière indépendante de la création de société, d'accord? Vous pouvez protéger votre marque en nom propre, déposer un trademark en nom propre, vous n'êtes pas obligé, ce sont deux démarches indépendantes. Mais ça s'inscrit dans le même schéma quand vous commencez vous voulez commercialiser des produits, par exemple, ou des services. Vous voulez une marque, vous créez votre société, vous déposez votre marque, etc. Quand vous avez un nom de société
qui est le nom de votre marque. Par exemple, vous avez des produits qui vont s'appeler Elite, d'accord? Les chocolats Elite, disons. Les chocolats Elite, vous voulez vendre les chocolats Elite et que vous créez une société qui s'appelle Chocolat Elite. D'accord? Vous avez le droit d'opérer dans le cadre de ce nom. D'accord? Vous avez le droit d'avoir des activités commerciales avec le nom Chocolat Elite parce que c'est le nom de votre société. D'accord? Par contre, faire un dépôt de marque sur le USPTO, donc le Patent and Trademark Office, donc c'est l'enregistrement fédéral pour dépôt de marque, d'accord? Et si vous déposez la marque Chocolat Elite, ensuite, vous avez le droit d'empêcher d'autres personnes d'utiliser cette marque parce que vous avez le trait de marque, d'accord? Donc, c'est deux choses différentes. Mais si vous avez une société qui va s'appeler, par exemple, ABC Inc., et que vous avez une marque, les chocolats Elite, et que vous voulez conduire les activités commerciales avec le nom Chocolat Elite à travers votre société, vous n'avez pas le droit de le faire à travers la société. Vous êtes obligé de faire une demande de nom fictif, d'accord? Pour que signer des contrats, vous n'allez pas pouvoir signer des contrats au nom de Chocolat Elite si vous êtes ABC Inc. Oui. D'accord. Donc ça, il faut qu'il y ait une certaine concordance entre votre nom de société et le nom de votre marque. Donc c'est bien d'avoir un nom de société qui soit aussi le nom de votre marque, c'est possible, ça aide. Mais la démarche de dépôt de marque, c'est quelque chose de différent. Et ça vous donne le droit d'utiliser la marque de manière exclusive. Et donc d'empêcher les autres d'utiliser cette marque. Parce que si vous avez le nom Chocolat Elite dans votre LLC, par exemple, Chocolat Elite LLC, oui, vous pouvez faire des activités commerciales, Chocolat Elite, aucun souci, aucune contrainte, mais quelqu'un d'autre peut faire ça aussi. Ouais. D'accord? Vous n'avez pas l'exclusivité du nom Chocolat Elite parce que c'est simplement parce que c'est dans votre nom de société. La seule protection que vous avez par rapport à l'exclusivité, c'est d'avoir le trait de marque. Et quand on parle de ça, il s'agit d'un nom ou il s'agit d'une entité complète avec un logo, avec une charte qui est… Alors, vous avez deux types de traits de marque. Vous avez le trait de marque, c'est juste le nom, d'accord, les mots, d'accord, Chocolat Elite. Et ça, c'est juste sans logo, sans rien, juste ce qu'on appelle le word mark, d'accord. On fait un dépôt de word mark. C'est la plus grande protection qui vous est donnée, d'accord, parce que c'est les mots qui sont protégés. Vous pouvez aussi faire une protection de trait de marque par rapport au logo, d'accord. Et parfois, quand les mots eux-mêmes ne peuvent pas être protégés parce que ça ne rentre pas dans les critères de ce qui peut être protégé au niveau d'un trait de marque, les gens vont soumettre plutôt un logo, d'accord. Et donc vous pouvez protéger ça de toute manière. Et pour pouvoir protéger une marque, déposer donc une marque avec le USPTO, en général, il faut que la marque soit déjà reconnue dans le commerce, d'accord. Il faut déjà que la marque soit dans le commerce pour qu'il y ait quelque chose à protéger, d'accord. C'est le goodwill de la marque. Il faut que la marque soit déjà dans le commerce. Alors, il y a une autre manière de procéder, c'est de faire un premier enregistrement avant que la marque soit dans le commerce et ensuite faire l'enregistrement une fois que vous pouvez montrer avec des photos que la marque est déjà dans le commerce. Donc, c'est deux approches un peu différentes, mais effectivement, la protection de marque est très, très importante. Et vous pouvez faire ça même avant de commencer une société parce que maintenant, il y a tellement de marques dans le commerce que ça devient de plus en plus difficile d'obtenir des protections de marque et vous avez beaucoup de conflits par rapport à ça. Donc, protéger la marque, c'est important parce que sinon, vous pouvez avoir des soucis. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, ça répond à ma question et du coup, j'enchaîne avec les frais de ces démarches-là. On sait à peu près combien, quoi. Pour faire un dépôt de marque? Ouais. Alors, les coûts sont calculés sur le nombre de classes internationales que vous demandez. La classe internationale, c'est le type de secteur d'industrie, par exemple, d'activité, pardon, dans lequel vous demandez une protection. Juste pour schématiser, vous demandez par exemple les chocolats Elite,
dans le cadre de restaurants ou de produits alimentaires, etc. Ouais, Parce qu'il y a plein de classes internationales. Donc, chaque classe internationale a un coût. D'accord. Il y a quelques années, c'était $300. Ça doit être plus maintenant. Ça fait longtemps que je n'ai pas regardé. Donc, il y a un coût par classe internationale. Ouais. Bon. Ensuite, en général, vous passez par un professionnel. Enfin, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez le faire vous-même aussi. Vous pouvez le faire vous-même. Il y a des explications sur le site du USPTO pour comment enregistrer un trademark. Donc, vous pouvez avoir de l'aide par rapport à ça. Ça peut se faire soi-même. Si vous engagez un professionnel, le professionnel va aussi faire une recherche de conflits potentiels. Donc, on va faire une recherche sur tout le site pour savoir s'il y a des marques qui vont potentiellement être en conflit avec vous, etc. Ouais. Donc, ça, le professionnel, il va vous facturer ça, son temps pour faire la recherche. Ça dépend de la complexité de la marque, ça dépend du nom, ça dépend de pas mal de choses. Donc, si vous allez engager un professionnel, un avocat pour spécialiser en propriété intellectuelle, etc., pour faire votre enregistrement de marque, il va falloir compter quelques milliers de dollars. Ouais. Vous pouvez le faire vous-même. Si vous enregistrez, par exemple, 2 ou 3 classes internationales, je pense que vous pouvez vous en sortir pour moins de $1 000, peut-être $1 000. Bon, voilà. Alors ensuite, ça dépend, mais si vous avez une marque simple et l'avocat vous dit ça c'est du gâteau, pas de souci. Si vous avez une marque qui pas évidente, alors ça risque d'être plus de travail, donc plus cher. Mais pour vous donner un ordre d'idée, je pense quelques milliers de dollars. Ok. Et j'ai une dernière question, si je peux. Je vous en prie. Au niveau des enregistrements, donc on a parlé de la création de société, dépôt de marque. Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut faire à la fois au niveau étatique et ensuite fédéral? Ou est-ce qu'il y a, vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'il faut faire un traitement à 2 niveaux ou est-ce que Alors non. Enfin, au niveau fédéral, toutes les sociétés doivent demander un numéro d'immatriculation. Ce qu'on appelle un EIN, un Employer Identification Number. C'est le document, c'est un numéro qui va identifier votre société pour tous les procédures fiscales, pour les ouvertures de comptes bancaires, etc. Donc ça s'obtient auprès de l'IRS, ça peut se faire en ligne, c'est assez facile. Donc ça c'est une démarche fédérale. Le reste, c'est purement étatique. Alors ensuite, ça dépend du business de votre société, du secteur d'activité de votre société. Il y a certaines obligations d'obtenir des permis, des licences. Ça dépend de quel type de business. Si vous allez opérer un hôpital, par exemple, à ce moment, vous avez toute sorte d'autorisation d'État à obtenir. Parfois, c'est de la ville, il y a de la ville, il y a de l'État, il y a du comté. Il peut y avoir différents types de permis, de licences, des choses comme ça, d'autorisation gouvernementale. Dans la plupart des sociétés, les seules autorisations gouvernementales dont on a besoin, c'est un business license qui s'obtient au niveau de la ville, qui est en fait un fee. En général, c'est quelques centaines de dollars par an. Ça se fait souvent en ligne, c'est assez simple. Mais ensuite, il y a certains business qui sont régulés à certains niveaux. Alors, il faut ensuite regarder le type de permis dont vous avez besoin pour votre business. Mais dans la plupart des cas, ce sont des business assez spécialisés dans certaines industries. Vous n'avez pas d'autorisation particulière à obtenir, simplement une business license. Ensuite, vous avez d'autres niveaux de démarche. Par exemple, si vous allez engager des salariés, à ce moment-là, il va falloir déjà obtenir une assurance sur Workers' Comp, d'accord, contre les accidents du travail. Et puis, vous enregistrez en tant qu'employeur avec l'État, obtenir un numéro, etc. Bon, ça, souvent, ce sont les cabinets comptables qui s'occupent de ces démarches-là. Mais voilà, ce sont vraiment les démarches de base. Il n'y a pas de formalité fédérale, sauf dans la mesure où vous êtes un investisseur étranger, par exemple, où votre société a des investissements étrangers. Et donc, techniquement, il y a une obligation d'enregistrer un rapport avec
on rentre dans un rapport pour identifier les investissements étrangers, etc. Bon, beaucoup de gens ne le font pas, mais quelque part, c'est une obligation, je dirais, fédérale. Mais là, on rentre dans des détails qui s'appliquent certainement pas. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Merci beaucoup, Flore. Je voudrais conclure cette présentation en disant que vous pouvez retrouver les contacts de Flore sur notre petit répertoire, donc sur le site internet de Los Angeles Accueil. Et donc, si vous avez plus de questions plus précises par rapport à votre société ou à votre projet de société, vous pouvez la contacter par ce biais ou même lui demander ses services, puisque c'est sa spécialité. Et Alain, je te laisse aussi conclure, si tu veux, par quelques mots. Un grand merci à Flore. C'était très, très éducatif et nous avons beaucoup apprécié ces informations. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.